كتلاحظوا الاخوان كنبغيو نشاركوا بعض الفيديوهات فقط باش نشوفوا شنو ما يدور في الاعلام الجزائري، لان الاعلام الجزائري كيدير غسيل دماغ، غسيل دماغ، وللاسف ما كيديرش غير غسيل دماغ للجزائريين والناس اللي كاينين في تندوف، ولكن بدا كيدير غسيل دماغ حتى للمغاربه الا ما فهمناش التوجه ديالو وما حاولناش نجاوبوا عليهم. فهذا واحد خلينا نقدروا نقولوا في الاهتمام ديالو بالقضيه ديال الصحراء من بعد تبون وشنقريحه ومن بعد عطاف وذاك بن جامع السفير ديالهم كيجي هاد حسني ولا حسن حسني هو كيتكلم في الاعلام بزاف لانه قديم، السيد قديم وكيتكلم في الاعلام بزاف وكيتكلم حتى في الامم المتحده في الاحاطات وفي يعني في الضيوف اللي كيكونوا في اللجنه الرابعه وكيتكلم، وهنا فين كيدوز الرسائل وكيحاول الرسائل هما اللي كيبنيو عليها في بلاطوات اخرين. في هذا الفيديو غيتكلم وغيكون مجموعه من المغالطات، وهذيك المغالطات هما كيديروا بها غسيل الدماغ بان هذا الشيء بان كاين اجماع دولي بعدا على بوليزاريو، اجماع دولي، وهادشي كامل غنفندو في اخر الفيديو. سير لاخر الفيديو باش تشوف هادشي كامل، سير لاخر الفيديو وشوف هاد النقاط اللي غادي نجاوبوا عليها. كتكلم على انه هذا القرار انتهاك للقانون الدولي، تكلم على انه كاين قرارات ما تطبقوش ديال الامم المتحده، وتكلم كذلك على يعني امور ديال انه راه القرار مذكور فيه الطرفين للجزائر بعيده، راه مذكور الطرفين للنزاع. غنجاوبوا على هاد النقط هادو كاملين في اخر الفيديو ونحاولوا نفضحوا باش هو غسيل الدماغ حتى للمغاربه نيت باش ما يبقوش يتاثروا بهذا الكلام اللي كيبان فضفاض ولكن هو والو، راه يعني رجل القش وهم كما كيقولوا. تبع معايا ونطلعوا في الاخير ولا مباشره الاخير شوف الجواب على هاد النقاط هادو. تهلا Par le commencement, en tous les cas on tente de le faire comme on peut, parce que de toute façon on ne sait pas par quel est vraiment le commencement. On va commencer par la décision qui a été prise par le Conseil de sécurité d'Ayachi, bien sûr, voilà. Et c'est-à-dire que tout le monde a assisté hier au fait que le projet de résolution a été finalement adopté avec 11 voix quand même pour. Il y a quand même 3 pays, on s'attendait un petit peu, 3 pays qui se sont abstenus. L'Algérie n'a pas voté, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, mais pas avant de revenir sur cette résolution. Cela veut dire quoi finalement aujourd'hui, que le plan d'autonomie sera effectif? Alors, non, effectif. Il y a loin de la coupe aux lèvres, non, bien sûr. Disons que si on compare avec les anciennes résolutions sur le dossier du Conseil de sécurité, avant, ce qui prenait le pas, c'était le droit, le référendum d'autodétermination dans les résolutions. Pour la première fois aujourd'hui, c'est l'autonomie qui prend le pas sur le référendum d'autodétermination. C'est-à-dire que l'accent est mis sur l'autonomie par les acteurs de la résolution. Ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a que l'autonomie. C'est ça qu'il faut retenir en plus. Mais bon, il y a quand même, j'allais dire, un changement de tonalité important qui appelle à la vigilance, qui appelle à la mobilisation, qui appelle à l'exigence du respect du droit international, parce que si l'on se réfère aux premières moutures, aux premières versions du projet qui était présenté par les États-Unis d'Amérique, j'allais dire, on a frôlé la catastrophe. Oui. Aujourd'hui, nous avons une résolution, certes, quelque peu déséquilibrée, pour ne pas dire beaucoup déséquilibrée, mais quand même qui reste gérable, qui reste dans le cadre de l'ONU, puisque je crois qu'on y viendra tout à l'heure, oui, il y a une prolongation du mandat de la MINURSO. Si on a prolongé le mandat de la MINURSO, ça veut dire que l'ONU reste saisie du dossier du Sahara occidental, et par conséquent, il peut advenir dans un proche avenir d'autres modifications, d'autres bouleversements dans le dossier. C'est vrai, la question du fait qu'il y a eu prolongement ou prolongation du mandat de la MINURSO, ça fait un peu, si vous voulez, le point qui va un petit peu casser ce déséquilibre. Parce qu'on va se dire, oui, mais c'est pas important à partir du moment où la résolution a été votée concernant l'autonomie ou le soi-disant plan d'autonomie, qu'on prolonge ou pas. Non, c'est important parce que finalement, c'est ce point-là qui va définir, si vous voulez, l'avenir de ce que sera ce plan tel qu'il est proposé. Parce que finalement, tout dépendra de... Ça veut dire que l'aspect référendaire existe toujours. C'est ça.
Oui, oui, bien sûr, le référendum est toujours là. Ça veut dire la consultation du peuple du Sahara occidental, elle est toujours là à travers justement ce démembrement de l'ONU qui est la MINURSO. Donc la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental est maintenue pour une durée d'une année, sachant que la version initiale du projet proposait juste une prolongation de 3 mois, autrement dit. À partir du mois de janvier de l'année prochaine, on sera amené à se réunir encore pour décider si on prolonge de combien ou pas. Donc effectivement, c'est cet aspect. D'ailleurs, la résolution, c'est par rapport à ça. Donc c'est un mandat d'une année depuis la création de cette mission. Donc en 91, chaque année, on se réunit le mois d'octobre pour décider de la prorogation de son mandat. On a prorogé le mandat. Je pense que c'est ce qui a fait que malgré les déséquilibres apparents dans cette résolution, des pays comme la Russie et la Chine n'ont pas utilisé le veto. Parce que, pour des raisons bien précises. Ils ont bien précisé qu'ils ne veulent pas que cette mission soit bloquée. Donc, autrement dit, ils veulent que le conflit soit toujours sous l'égide de l'ONU. Donc, c'est un élément essentiel. Après, bien évidemment, il y a beaucoup à dire sur cette résolution, comme l'a souligné Dr Ayashi. Au fait, c'est pour la première fois l'option d'autonomie a pris le pas sur l'autodétermination. Même si on constate que la version finale, donc votée après d'âpres négociations menées entre autres par l'Algérie, avec le soutien aussi de pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la Russie et la Chine, qui ont émis aussi des réserves sur plusieurs aspects liés et points évoqués dans la version initiale. L'Algérie a beaucoup contribué dans le changement de cette version initiale. Tout à fait. Elle a contribué d'abord parce que c'est le pays voisin des protagonistes, donc elle est frontalière à cette zone de conflit. Donc il y a eu des améliorations substantielles qui ont été apportées. On a donc préservé notamment les paramètres fondamentaux d'une solution juste et durable, légale, bien évidemment conforme au droit international. Et on a aussi quand même réitéré, on consacrait à nouveau le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Et enfin, on a également évoquer donc l'ouverture de négociations entre les deux parties, des négociations directes sans préalable, sans conditions préalables. Donc, ce sont les trois éléments importants qui sont liés donc à ce conflit. Mais on aura certainement l'occasion de revenir sur ces insuffisances extrêmement importantes qui sont contenues dans cette résolution. Globalement, donc, cette résolution ne va pas changer grand-chose sur le terrain. D'abord parce que elle n'est pas contraignante. On sait que le Maroc a déjà, il y a eu déjà des résolutions qui n'ont pas été respectées par le Maroc par le passé. Je cite en exemple celle de 2003 qui reprenait les éléments essentiels du plan Bekr II, donc à savoir une solution en deux temps, 5 ans d'autonomie qui vont se terminer par un référendum sur l'autodétermination. Qui a été rejeté par les Marocains à l'époque. Donc, sur le terrain, il n'y a que la détermination du peuple du Sahara occidental qui va définir l'avenir de ce conflit. Et je pense que, comme l'a souligné le représentant au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, Sidi Mohamed Omar, le peuple du Sahara occidental reste fermement attaché à son droit à l'autodétermination.
Oui, c'est vrai. En fait, depuis hier, il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en jeu. Il y a le discours du roi, alors que lui était donc habitué à ne pas faire de discours, je crois, 1-2 fois par an. On le voyait pratiquement pas avec tout ce qui s'est passé comme événement. Et il a fallu du temps pour qu'ensuite il intervienne. Donc ça a été rapide. Saïd Ariachi, je veux dire que ça a été rapide. Il a tout de suite réagi avec son discours qui n'était pas très convaincant, mais on avait quand même l'impression qu'il remerciait tout le monde à partir du moment où on lui a restitué, si vous voulez, l'acte de son marchandage, parce que finalement c'était ça, avec des promesses. Oui, nous avons des pays, maintenant vous êtes les bienvenus pour les investissements. On avait l'impression que, comme disaient certains journaux et certains militants ou organisations militantes espagnoles, que cet accord est venu suite ou aurait un arrière-goût de sang de Raza finalement. Oui, parce que il y a eu vraiment beaucoup de critiques dans ce sens. Parce que lorsqu'il dit, comment il dit, par Fatahna lakum fathan mubina, se basant sur un verset coranique, et il considère que c'est un fath, alors que on sait très bien comment ça s'est passé. C'est en contrepartie d'un marchandage, d'une normalisation qui n'est pas tout à fait normale, à l'encontre de sa population, et qu'aujourd'hui, il récolte les fruits. D'accord. Oui. Ça, c'est l'explication. Par contre... Oui, je disais bien de militants espagnols. Par contre, en ce qui concerne le discours du roi, il me semble qu'il y a 3 ou 4 choses à retenir. Tout à fait. La première, c'est que le Maroc est en proie à des manifestations très violentes à l'intérieur du royaume, manifestations qui ont atteint un degré incontrôlable par le Marzen, et que le roi s'est empressé tout de suite de leur apporter une bonne nouvelle, avec l'espoir de pouvoir calmer les choses. Ça, c'est une grande chose. Est-ce que ça a réussi ou pas? On verra. Oui. La deuxième, c'est que ils se sont empressés, et nous connaissons l'expertise du Maroc en la matière, puisqu'il l'a fait à chaque fois, même lorsque des décisions du Conseil de sécurité ou de cours juridictionnels lui étaient défavorables, tout de suite, il prend le contre-pied de la vérité et pour une consommation intérieure, il développe une victoire virtuelle. On l'a vu avec la Cour internationale de justice, on l'a vu avec la Cour européenne, on l'a vu évidemment ce discours qu'il a développé tout de suite après l'adoption de la résolution ne dit pas toute la vérité sur la... Ensuite, ce discours lui a été l'occasion pour encore une fois jouer les dirigeants gentils, les dirigeants conciliables, les dirigeants faiseurs de paix. Ouvert. Et donc, je tends la main tendue à mon frère algérien pour qu'on discute, etc. Comme si ce problème était entre l'Algérie et le Maroc. Mais là aussi, c'est une manœuvre pernicieuse qui veut absolument faire croire que le conflit du Sahara occidental est entre l'Algérie et le Maroc, alors que tout le monde sait que, en tout cas ceux qui sont objectifs, que ce n'est pas du tout le cas et que c'est un problème entre le Front Polisario et le Maroc. Mais lui, se faisant comme ça, il veut passer aux yeux du monde, d'abord pour ceux qui ne sont pas informés, mais même pour ses alliés qui lui ont conseillé de le faire, pour dire que finalement, le pays qui fait perdurer le dossier, c'est l'Algérie et ce n'est pas le Maroc. Et enfin, bien sûr, c'est une sorte de discours suggestif en disant, ça y est, nous avons passé une étape, maintenant nous allons passer à l'autre étape, qui est celle de s'installer, d'ouvrir les investissements. Voilà, il a parlé directement d'investissement. Bien sûr, ça veut dire que nous y sommes déjà. Oui. Nous y sommes. C'est le fait accompli qui est validé. Le fait accompli mené, pratiqué par le Maroc depuis des décennies, maintenant il est officiellement entériné à l'échelle internationale. Et donc le discours avait, il me semble, tout ce truc-là. Je voulais dire deux choses à propos des questions que vous avez posées, Leïla, antérieurement, et à laquelle Mokran a répondu avec brio. Maintenant, quand on dit nous, je parle des Sahraouis, ceux qui les accompagnent, bien entendu. Oui, bien sûr. Il ne faut pas être naïf, il faut rester sur ses gardes. Vigilant. Parce que
parce que ceux qui sont passés de la première version, qui était totalement en faveur du Maroc, et j'allais dire à l'encontre du droit international, et qui maintenant sont arrivés parce qu'il y a eu des voix responsables à l'intérieur du Conseil de sécurité, parce que, comme vous l'avez dit, notre pays a beaucoup travaillé, parce que l'atteinte au droit international était insupportable pour la communauté internationale, et donc on est arrivé à la version d'aujourd'hui. Mais attention, le Conseil de sécurité nous a habitués à un amalgame terminologique dans les résolutions. Oui. On n'a pas parlé de référendum. Oui. On a parlé d'autodétermination. Oui, exactement. Et quand vous scindez les deux termes, ça change un peu le sens. L'autodétermination peut venir pas forcément par un référendum. Or, ce qu'il faut pour la sanction du conflit du Sahara occidental, c'est un référendum d'autodétermination. Et quand on lit le texte de la résolution, du moins on a lu jusqu'à présent, moi je n'ai pas eu la version officielle, mais la version qu'on a eue juste avant le vote, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Il parlait dans un paragraphe d'autonomie et on lui a collé l'autodétermination tout de suite. Et alors après, ça va être une bataille d'interprétation. L'autodétermination dans l'autonomie ou l'autonomie dans l'autodétermination, très important. Et là, il y a une vigilance. Il y a une vigilance à avoir. Attention, l'autonomie, c'est l'autonomie et l'autodétermination, c'est la consultation du peuple sahraoui. Tout à fait. La consultation du peuple sahraoui. Deuxième point sur lequel il faut être très vigilant, c'est la MINURSO. C'est très bien qu'il est reconduite pour une année. On a dit que la MINURSO est un instrument majeur du processus politique mené par les Nations Unies. Ça veut dire que le dossier reste au niveau des Nations Unies. Mais si l'on prend l'attitude féroce, l'attitude, j'allais dire, brutale avec laquelle a été saisi le dossier à travers la première version, il n'est pas interdit de penser que dans un proche avenir, c'est-à-dire d'ici avril, qu'on puisse modifier les missions de la MINURSO. Oui. Ils peuvent aller grignoter les missions de la MINURSO. J'allais presque dire, c'est le terme juste, peut-être la dévitaliser de ses missions. Au motif que, voilà ce que j'allais dire. Au motif que les missions de la MINURSO étaient veiller sur le cessez-le-feu et organiser le référendum de détermination. Le cessez-le-feu n'existe pas puisqu'il y a des engagements armés. Oui. Donc la MINURSO n'a plus, enfin, ce rôle-là. Elle a la mission, mais elle n'exerce plus. Elle n'exerce pas, puisqu'il y a des engagements armés. Et l'organisation du référendum, on n'en parle pas. On n'en parle pas dans nos nouvelles. Donc une fonction qui se... Donc peut-être, des gens, ces soutiens du Maroc, peuvent venir. Je dis bien, ce sont des hypothèses de travail. Voilà, exactement. Ce sont des hypothèses de travail. Venir, qui appelle à la vigilance. Oui. Parce qu'il ne faut pas dire oh, c'est pas grave, finalement, c'est une truc. Bah, ça ne change pas beaucoup. Il y a un petit... Non. Il faut pas faire ils vont aller crescendo vers l'objectif qu'ils se sont fixés au départ, c'est-à-dire asseoir le Maroc au Sahara occidental. Et donc, ils peuvent aller vers en disant la MINURSO, si elle ne surveille plus cessez-le-feu et si elle n'organise plus le référendum, on va lui donner une autre mission. C'est celle peut-être de réfléchir, d'abord à lui changer son acronyme, puisque référendum n'existait plus, il lui changer de nom. Parce que ça, c'est la latitude des membres du Conseil de sécurité. Et je ne dis pas qu'ils vont réussir à le faire. Je dis qu'ils vont essayer de le faire. Qu'il y a possibilité qu'il y a une offensive qui ne va pas s'arrêter. Elle a commencé par la première version qui a été brutale et totalement disproportionnée à l'encontre du droit international. Et ils peuvent lâcher de ce côté-là pour revenir sous une autre forme et se donner le temps de trucs, entre autres à travers la MINURSO. Oui, c'est-à-dire rentrer dans les subtilités et essayer de jouer là où il y a... il va y avoir une bataille. Il va y avoir une bataille sur des éléments de langage. Justement, on dit que finalement... parce que certains observateurs parlent du fait que si aujourd'hui le mandat a été prorogé, c'est parce que finalement, on voudrait, si vous voulez, le maintenir comme un élément de faire pression, si jamais, de l'autre côté, on cherchait à faire pression sur cette question de l'autonomie, par exemple, ou à en chercher à changer certains aspects. Voilà. Est-ce que c'est vrai, finalement? Oui. D'abord, le fait de garder la MINURSO,
on l'a dit tout à Voilà, l'heure, exactement. c'est garder le processus de paix. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONU La reste stabilité. saisie du dossier. Le dossier n'est pas au niveau des États-Unis d'Amérique ou de la France. Au niveau Elle de est la au niveau légalité. de l'ONU. Et au niveau de l'ONU, ça veut dire qu'il n'y a pas que ces pays qui ont voix au chapitre. Il y a d'autres pays qui, d'ailleurs, le Conseil de sécurité va changer en janvier. Il y a d'autres pays qui vont avoir leur mot à dire dans le truc. Et par conséquent, encore une fois, la MINURSO doit rester et sous la forme sur laquelle elle a été créée, Initiale. un truc, pour précisément valider le processus de paix par l'ONU et faire en sorte que l'ONU continue de chercher la solution, d'autant plus qu'elle a été chargée, y compris par la nouvelle résolution, elle a été chargée de faire rapprocher les points de vue, d'engager des négociations, etc. entre les Oui. parties. D'ailleurs, ce n'est pas étrange, hein, parce qu'on s'attendait plutôt que ce soit la Russie qui réagisse. Peut-être que ils ont réagi, mais bon, ce qui a été rapporté pour l'instant, c'est que la Chine aurait réagi, n'aurait pas accepté cet accord, donc proposition américaine, on va l'appeler comme ça, n'aurait pas appuyé, si vous voulez, par les États-Unis, n'aurait pas accepté cet accord. Et ils trouvent que finalement, cette proposition, ce projet de résolution est finalement une déviation de la voie initiale qui est donc l'autodétermination. C'est pour ça que je pense qu'ils sont restés prudents en s'abstenant. Oui, effectivement. Alors que le Maroc pensait qu'ils avaient un allié avec les Chinois, étant donné qu'il y a beaucoup d'investissements. Donc non, ça n'a pas marché de cette manière-là. Ça ne se passe pas comme ça dans les couloirs des Nations Pour les Unies. Marocains, oui. Oui, Pour bon, les Marocains, la des fois, ça propagande marche comme ça, marocaine ne nous impressionne pas. On est habitué à ça. Oui, effectivement, les Chinois comme les Russes, comme les Pakistanais aussi, parce que c'est à peu près les mêmes réserves émises par les trois pays, ont relevé le déséquilibre. On est sorti au fait du processus de décolonisation tel qu'il est défini par la Charte des Nations Unies. Pourquoi? Parce que on favorise une option de solution au détriment qui d'une n'est autre. qu'une option parmi d'autres, au détriment d'une autre. Et on favorise une proposition d'une partie, d'un protagoniste, au détriment d'une autre proposition, parce que si le Maroc, sous l'impulsion de la France, a eu cette idée de proposer le plan d'autonomie en 2007, le Front Polisario aussi a transmis aux Nations Unies en temps Sa position. à temps et par voie réglementaire sa proposition. Pourquoi on n'a pas tenu compte de la proposition du Front Polisario, sachant qu'il y a deux parties. Oui. Si on cherche une solution juste et durable, elle ne peut passer que On associe le deuxième partenaire. elle doit être mutuellement acceptable, et quand on dit mutuellement acceptable, elle doit être tout simplement Parce que j'allais... simplement acceptée par le représentant unique et seul représentant qui est le Front du Polisario. Il n'y a pas un autre représentant du peuple du Sahara occidental que le Front Polisario tel qu'il est défini par les textes de la Cour de justice internationale, confirmés à maintes reprises par des résolutions de l'ONU. Donc aujourd'hui, effectivement, même si les paramètres fondamentaux ont été préservés, mais en mettant le secrétaire général des Nations Unies, en lui limitant le choix de la négociation, en le mettant sur une piste étriquée, qui est l'autonomie. Bien évidemment, il y a un déséquilibre. Pourquoi on négocie uniquement une option. C'est-à-dire quand on négocie, on est ouvert à toutes les propositions. C'est ça la négociation. Pourquoi se contraindre Donc là, on sort un peu du processus, parce que le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc, il n'a aucune souveraineté sur ce territoire. Pourquoi on discute de l'autonomie? On discute de l'autonomie d'un territoire qui nous appartient, dont on a la souveraineté. Et le Sahara occidental, c'est un territoire non autonome. C'est un territoire qui est inscrit dans les pays à décoloniser au niveau des Nations Unies. Il est au niveau de la 4e commission qui a d'ailleurs confirmé qu'il s'agit d'un processus de décolonisation. Il ne s'agit pas d'un processus d'un statut particulier à donner à une région, un territoire qui nous appartient pour des raisons
quelconque. Il n'y a pas de velléité algérienne, ça, et on le répétera jamais assez. Finalement, Saïd Ayachi, on va dire, comme disait donc Moukaran, est-ce que c'est normal de proposer un accord alors que déjà il y a un accord? Et comme je disais, la Chine, donc c'est carrément une déviation, si vous voulez, de la voie initiale qui est donc celle de la légalité. Ceci d'une part. Et est-ce que c'est normal de ne pas y associer le Maroc? Parce qu'il n'a pas été consulté dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Même s'il a fait quand même son opposition, il a donné son avis, mais on a l'impression qu'on a proposé une voie qui a été votée sans l'accord de... Associer le Maroc à quoi? Le Front Polisario, pardon. Est-ce que finalement, ça se passe, le différend se passe entre deux parties? Il y a une partie qui est exclue. Comment peut-on aller vers l'application de cet accord avec une partie qui est amputée? Je ne sais pas si on parle de la même chose. Je parle du Front Polisario qui a été exclu parce qu'on n'a pas demandé son avis de ce plan. Il a refusé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut, après avoir accepté cette résolution, contraindre le Front Polisario à s'asseoir sur une table avec le Maroc et discuter de ce plan d'autonomie? Leïla, on peut contraindre personne. Oui, voilà. Non, on peut contraindre personne. Sauf que la résolution appelle à des négociations. Le Front Polisario, lorsqu'on était au courant des premières versions qui étaient brutales et injustes, il a fait, vous le savez, cette lettre du président Rally au président du Conseil de sécurité, etc. Le Front Polisario ne fuit pas les discussions, ne fuit pas les négociations. Il va être difficile d'engager des négociations pour l'envoyé personnel du secrétaire général quand on sait que la résolution lui demande quelque part de partir à partir de l'autonomie. Voilà. Non, comme base de travail. Cela n'est pas possible. Le Front Polisario dit, oui, je peux discuter avec l'autonomie comme étant une des options. Voilà. Ce qu'il a toujours dit. D'ailleurs, il avait même proposé, lorsque le Maroc a insisté de proposer l'autonomie comme solution au conflit, le Front Polisario, tout le monde le sait, maintenant ça date de 20 ans à peu près, comme une option dans le référendum. Oui. Donc aujourd'hui aussi, l'autonomie peut être une discussion parmi d'autres. Et là, sont intervenus des membres du Conseil de sécurité. Vous parliez de la Chine et de la Russie, à qui il faut rendre hommage, parce qu'ils ont défendu le droit international. Leur abstention, d'abord, n'approuve pas totalement la résolution telle qu'elle est. Elle ne la rejette pas non plus pour ne pas créer une situation de blocage, mais leur abstention a une signification de mise en garde contre l'atteinte au droit international. C'est très important de la part de ces deux membres importants du Conseil de sécurité, parce que là, ils remplissent leur mandat de membre permanent. Ils sont vigilants quant à la protection et à la défense du droit international. Et entre autres, il faut ajouter que la Fédération de Russie a joué un rôle prépondérant en travaillant dans les équilibres, en rapprochant les points de vue. C'est ce qui a permis d'arriver, avec le travail de l'Algérie et l'esprit de responsabilité des autres pays membres non permanents, ce qui est arrivé à la version qu'on a connue aujourd'hui. Il y a une très grande différence entre celle-là et celle du 24 octobre, bien entendu. Et donc, le Front Polisario, lui, dit, si, je peux m'asseoir pour discuter de l'autonomie. Mais seulement, pas l'autonomie comme unique solution, comme l'autonomie comme une des solutions. Voilà. Et d'ailleurs, c'est précisé dans le truc. On ne dit pas que c'est l'unique solution. On dit que c'est une base de discussion parmi d'autres. Tout à fait. Parmi d'autres. Oui. C'est la base de discussion la plus importante, etc. Ce qui fait c'est ce qui a rendu la résolution déséquilibrée, parce qu'on a beaucoup insisté sur l'autonomie. Mais n'empêche que, in fine, elle n'est pas la seule base de discussion. C'est la base de discussion parmi d'autres propositions. Ce sont ces autres propositions que va ramener le Front Polisario, à savoir ou l'annexion ou l'indépendance. Enfin, en tout cas, ce qui est très important, encore une fois, je le répète, c'est la consultation du peuple sahraoui. On ne peut pas se passer de la consultation du peuple sahraoui, sinon on sort totalement du droit international et on sort totalement de la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. C'est-à-dire que l'ONU est bypassée par le Conseil de sécurité, ce qui est impossible à accepter par les autres membres du Conseil de sécurité. Alors j'aimerais qu'on revienne, messieurs,
Justement, parce que j'allais dire au fait que parce que vous parliez d'autonomie. Effectivement, une fois que ça sera réellement sur la table de négociation, parce que le Maroc, si vraiment c'est ça son option qu'il veut, alors un jour ou l'autre, il devra lui aussi discuter de comment il va faire cette autonomie. Et c'est là peut-être que le bas blesse, parce que de toute façon, comme vous le disiez, l'accord ne parle pas que de l'autonomie comme base, mais également, voilà. Alors là, c'est peut-être là qu'il faut encore être vigilant dans la vigilance. Il faut être 2 fois vigilant. Parce que si l'on parle de l'autonomie et quand on commence à parler de l'autonomie, là, il vous dira, vous savez, vous mettez un juriste ou 2 juristes dans un bureau pendant 2 heures, il vous sortira 2 ou 3 plans d'autonomie. Toutes les failles. Et donc, là, il vous dira, on va vous donner un parlement, on va vous donner la police, c'est à vous, le parlement est à vous, le gouvernement provincial est à vous. Et après, vous allez vous prononcer vous allez vous terminer sur la façon de vous dire. Ils peuvent aller plus loin. Oui. Ils peuvent vous dire, au fait, et pourquoi dans 2 ans on ne ferait pas une consultation populaire pour voir si les Sahraouis ne veulent pas être totalement intégrés au Maroc? Il faut être très vigilant sur les termes parce qu'ils vont jouer sur ça. Et donc cette histoire d'autonomie, il faudra qu'il y ait les 2 belligérants face à face et dire... Qu'est-ce que tu as apporté et qu'est-ce que moi j'ai apporté? C'est ce qu'on appelle les moi, j'ai le droit international avec moi. Il faut qu'on consulte le peuple sahraoui. Surtout, si vous avez encore une autre option plus que l'autonomie, amenez-la. Voilà. Mais le problème, c'est de laisser le peuple sahraoui se prononcer sur ça. Et non pas, vous venez vous dire au peuple sahraoui, vous êtes autonome. Je déclare que vous êtes autonome à partir de maintenant. C'est pour ça qu'on disait, est-ce que c'est une autonomie réellement autonomie, c'est avec un plan réel, ou est-ce que c'est une autonomie qui s'apparente à une annexion? C'est ça, au fait. Mais au fait, oui. Je pense que parler d'autonomie, c'est quand même absurde. Oui, tout à fait d'accord. Du point de vue du droit international. C'est un territoire qui a été colonisé par l'Espagne. Et je pense que je vais citer une petite citation, citée justement par l'ambassadeur, le représentant de l'Algérie à l'ONU, Amar Benjama, donc ambassadeur Amar Benjama, justement qui parlait de Wilson quand il s'adressait justement aux nations du monde. Merci de le rappeler. Justement, et qui est très importante, et je pense qu'il n'a pas cité pour rien. Parce qu'elle tombe à pic. Il l'a cité en anglais. Je fais une petite traduction, j'espère qu'elle sera bonne. On ne doit pas pousser les peuples d'une souveraineté à une autre. En fait, on ne doit pas pousser le peuple du Sahara occidental de la souveraineté espagnole à la souveraineté marocaine. C'est absurde, c'est contraire au droit international. Et justement, les aspirations nationales doivent être respectées. Les peuples dominés doivent être régis uniquement par leur consentement. Ils doivent consentir, ils doivent décider. Se prononcer. C'est à eux de fixer leur destin, leur orientation, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pour ça que le référendum d'autodétermination est essentiel. Et Wilson insistait justement sur l'autodétermination qui n'est pas un simple mot, c'est un principe onusien. C'est un impératif d'action. On ne peut pas sortir de l'autodétermination. Aujourd'hui, je pense que certains membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont fait ce forcing sur l'histoire d'autonomie comme une bouée de sauvetage pour le régime marocain, parce que Dr Ayashi l'a souligné, et c'est pour d'ailleurs cette raison que le roi, qui est constamment absent d'ailleurs, qu'on voit très rarement, s'est affiché hier rapidement. Il a fait un discours pour louer la victoire de la diplomatie marocaine sur ce dossier. Mais la réalité, elle est tout autre. Donc il y a un peuple qui aspire à son indépendance. On ne peut pas l'ignorer, ça. Le Sahara occidental ne date pas d'aujourd'hui, ils l'ont souligné, le conflit date de 50 ans, et le Front Polisario a commencé sa lutte sous la colonisation espagnole, bien avant que les Marocains reprennent la place des Espagnols.
Et aujourd'hui, ils sont toujours sur la même trajectoire. Ils n'ont pas dévié de la trajectoire. C'est le Conseil de sécurité aujourd'hui qui est en train de dévier de la trajectoire de la Charte des Nations Unies, qui consacre à travers notamment la résolution 1514 le droit du peuple à l'autodétermination. Et c'est un principe fondamental duquel on ne peut pas sortir le dossier du Sahara occidental si on veut réellement la paix dans la région. C'est pour ça que hier, le discours de Ahmad Benjama était vraiment très pertinent à partir du moment où il disait qu'il a exposé quand même à peu près tous les points et tous les dangers qui peuvent survenir de ce plan, mais il a également évoqué le fait que peut-être ça pourrait servir, et c'est hélas ça, de jurisprudence, à savoir à partir du moment où, imaginez-vous que tous les cas qui sont en suspens, et on connaît lesquels, les foyers de tension, subissaient à peu près le même sort que celui par exemple qui a été réservé au Sahara. Qu'adviendrait-il donc du droit international finalement? Ça va être la loi du plus fort, ça va être l'anarchie totale, ça va être des prémices en fait, c'est l'ordre mondial qui sera complètement déséquilibré. Et le Conseil de sécurité dont la crédibilité elle est déjà entachée va en quelque sorte complètement se fissurer, parce qu'aujourd'hui, effectivement, si on se réfère à ça, ça peut se produire dans n'importe quelle région du monde. Et vous voyez en Asie, un peu... en Amérique. Voilà. Donc, on sort du droit international, on met de côté le droit international pour autre chose. Donc, pour de pseudo-solutions qui vont faire, qui ne vont qu'attiser justement les tensions un peu partout dans le monde. Oui. C'est pour ça que la seule solution ne peut être que dans l'esprit du droit international. C'est pour ça que j'allais dire tout à l'heure, Saïd Ayachi, ok, on parle du plan d'autonomie, ok, pour certains c'est une victoire, mais sur la réalité, c'est carrément un autre monde, parce que le Sahara occidental, la République arabe sahraoui est reconnue en tant que telle par l'Union africaine, elle existe en tant que telle, membre fondateur de l'Union africaine, et que le Maroc, lui, par contre, est reconnu comme un État occupant. C'est une équation assez difficile. C'est des arguties juridiques, tout ça, Leïla. Il faut gérer le réel. Oui. Il faut gérer le réel. Oui. Le réel, c'est qu'il y a des puissances de ce monde qui veulent imposer, et votre point de discussion avec Moukharan est très intéressant, dans le fait que le Conseil de sécurité, hier, a pris une décision. Heureusement qu'elle a été équilibrée, qu'elle a été corrigée par certains membres responsables du Conseil de sécurité. On a cité la Chine et la Russie comme membres permanents, mais les autres membres aussi, par le travail inlassable de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité. Malgré cela, le Conseil de sécurité hier a écrit l'histoire contre des peuples. Parce que quand on discute de l'autodétermination, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Il y a une vingtaine de pays qui ont connu leur émancipation à travers un référendum d'autonomisation. Nous-mêmes, nous sommes passés par un référendum. Et c'est le référendum d'autonomisation, c'est-à-dire la consultation du peuple colonisé, qui est la base de la doctrine des Nations Unies dans les dossiers de décolonisation. Donc, on ne peut pas changer quelque chose qui a fait ses preuves et qui est approuvé par la communauté internationale et pas par 3 membres, toute la communauté internationale. C'est la ligne directrice des Nations Unies en ce qui concerne la décolonisation. En fait, le cas du Sahara occidental aurait dû être réglé en 2 ans maximum, c'est-à-dire le temps technique de préparer le référendum et de consulter les Sahraouis. C'était prévu comme ça, le plan de paix de 91. Le référendum devait avoir lieu à 92, au plus tard en 93. 84, c'était ça le calendrier. Et puis, hier, il y a eu ce qu'il y a eu, donc avec cette résolution tout à fait tendancieuse, déséquilibrée. Et effectivement, vous avez parlé de jurisprudence, c'est un précédent très dangereux pour la suite de l'activité des Nations Unies dans les problèmes de décolonisation, d'une part, et d'autre part, c'est un précédent dangereux
dans l'atteinte au droit international. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une décolonisation, demain c'est dans le cadre d'une agression, après-demain c'est dans le cadre d'une guerre contre un peuple. Et on l'a vu. D'ailleurs, nous sommes dans ce glissement du droit international et il faudrait que les autres membres du Conseil de sécurité, mais surtout la communauté internationale, arrêtent ce glissement parce que sinon, nous allons vers le gouffre. Et à ce moment-là, évidemment, c'est le chaos généralisé. Il faut que la solution vienne de là où elle a été supposée, c'est-à-dire du droit international, de l'instance onusienne, et non pas de l'extérieur ou des pays. C'est tout le drame de l'ONU en ce moment, parce que vous avez l'Assemblée générale, par l'intermédiaire de ses commissions spécialisées. Je rappelle qu'il y a à peine 3 semaines, la 4e commission prenait une recommandation. Elle recommandait, en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental, le référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. C'est quand même la commission spécialisée de l'Assemblée générale. C'est-à-dire l'Assemblée générale va faire sienne cette recommandation. Et donc, ce qui est à l'honneur des Nations unies. Par contre, le Conseil de sécurité prend une décision contraire, tout à fait contraire. Et donc, vous voyez le dysfonctionnement qui est palpable, qui est concret entre deux entités majeures du système des Nations Unies. L'Assemblée générale d'un côté et le Conseil de sécurité de l'autre. Et donc, vous voyez très bien que ces dysfonctionnements qui ont déjà commencé avec Gaza et le génocide se poursuivent avec le problème du Sahara occidental et demain peuvent perdurer avec d'autres problèmes. Ce qui veut dire tout simplement que dans quelques temps, peut-être si ça continue ainsi, l'ONU ne servira plus à rien. C'est ça peut-être aussi qu'on veut faire de cette instance. Je voudrais revenir avec vous, Mouqalan, et bien sûr avec vous, Ayachi, si vous voulez bien sûr intervenir. L'Algérie n'a pas pris part, n'a pas voté. On peut considérer ça aussi comme une sorte de positionnement. C'est une façon de dire les choses courageusement lorsqu'on est face, si vous voulez, à cette situation complètement diluée. Donc, comment doit-on lire aujourd'hui la position de l'Algérie face à ce problème ? L'Algérie a assumé d'une manière assez intéressante, assez brillante ses responsabilités de pays voisins des protagonistes en prenant part justement de bonne foi à toutes les discussions sur la résolution, en essayant justement d'apporter de convaincre et d'apporter des modifications qui vont avec le droit international, qui seront aussi à la hauteur des aspirations du peuple du Sahara occidental. Malheureusement, vous savez comment le Conseil de sécurité est organisé. Ces modifications n'ont malheureusement pas été à la hauteur des aspirations du peuple du Sahara occidental. Donc l'Algérie a décidé, parce que cette résolution n'est pas à la hauteur des aspirations du peuple du Sahara occidental, de ne pas prendre part, comme elle l'a déjà fait l'année dernière, quand les 2 amendements qu'elle a faits sur l'élargissement du mandat de la MINURSO aux droits de l'homme. Vous savez que beaucoup de Sahraouis croupis sont présents, il y a des exactions, il y a de la torture, ils subissent toute forme de violence de la part des forces d'occupation marocaines. Et l'Algérie a introduit 2 amendements qui ont été rejetés. Donc, elle n'a pas pris part. C'était une position par rapport à cette résolution. Cette fois-ci aussi, elle a fait la même chose pour exprimer justement, je pense que l'ambassadeur Amr Benjama a pris la parole, il a expliqué pourquoi l'Algérie n'a pas pris part à ce vote. Il a bien expliqué donc toutes les insuffisances, pour reprendre le mot qu'il a utilisé, relevées dans cette résolution. L'élément principal qui a fait que l'Algérie a refusé justement de prendre part à ça, c'est le fait qu'il y a un déséquilibre. On place une option donc d'une partie au détriment d'une autre comme base de négociation. C'est cet élément qui fait que cette résolution, même si elle reprend le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, elle consacre ce principe inaliénable du peuple du Sahara occidental, même si elle reconnaît qu'il y a 2 parties qui doivent passer par des négociations de bonne foi et sans conditions préalables, mais le fait de mettre
l'option d'autonomie comme base de travail pour la négociation, ça fausse tout. Pourquoi? Parce que ça empêche la voix du peuple du Sahara occidental qui s'exprime à travers le front Polisario. Je vous donne le dernier mot parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais vous donner la parole, Saïd Ayachi. Je voulais juste revenir sur un passage très important que j'ai noté hier avec l'intervention du roi donc, marocain. Il disait de Tanger à Gouéra. Gouéra, c'est la Mauritanie. Hein. On est en plein dans l'expansionnisme là. Oui. Je veux dire, est-ce qu'on prend conscience de ces propos? je voulais revenir sur le fait que l'Algérie n'a pas pris part au vote parce que c'était déjà annoncé, parce que c'est une position ferme de l'Algérie. Ce n'est pas un geste de mauvaise humeur, hein. Oui, c'est une position sûr. Politique. Oui, c'est une position pour l'histoire. L'Algérie, par la bouche de son représentant, a énuméré d'ailleurs tous les points sur lesquels elle n'était pas d'accord et sur lesquels elle appelait à s'appesantir, parce que cela constituait un précédent dangereux dans les relations internationales si jamais cela devait perdurer. C'est très important. Le roi du Maroc, de toute façon, la politique expansionniste du Maroc est connue. Mais dans un discours, c'est terrible. Bien sûr, non, mais cela, ils ont aucune retenue dans le langage. Le roi a été excessif, peut-être dans ses limites géographiques, mais cela n'empêche pas de penser que un des dangers qu'il y a, c'est que est-ce que le Maroc, si à Dieu ne plaise, demain venait à s'installer au Sahara occidental de façon quasi définitive, est-ce qu'il va s'arrêter là? Voilà, c'est ça. C'est un problème important, parce qu'il a une politique expansionniste clairement annoncée et encouragée en plus, encouragée d'abord par certains membres du Conseil de sécurité permanent, certains membres permanents, encouragés par son adhésionniste aussi, qui pratique la même politique au Moyen-Orient. Et donc, l'un des problèmes qui se pose à nous, c'est cet expansionnisme. Non seulement la violation du droit international concernant le problème sahraoui, mais cet expansionnisme marocain qui est annoncé et programmé. Et donc, nous sommes d'une certaine façon menacés par cet expansionnisme. Il le dit donc, de manière très décomplexée. Si le Maroc n'est pas arrêté dans sa lubie, dans sa chimère du Grand Maroc, cela pourrait déborder sur nos frontières. Oui. C'est ça qui était étonnant finalement hier. Alors, juste pour l'indépendance de la Mauritanie n'a été reconnue par le Maroc qu'en 69. Voilà. Ça de 9 ans après l'indépendance. Voilà. Il parle donc de Gouéra comme étant donc un territoire marocain, je ne sais pas. Donc voilà, ça démontre à quel voisin nous avons affaire. Merci beaucoup, monsieur, pour tout cet éclairage. Merci, Moukran Aïtoua Arabi. Je rappelle que vous êtes journaliste al-Moujahid, mais vous êtes ici notre consultant aujourd'hui à Africa FM, pas aujourd'hui, hein, tout le temps. Spécialiste des questions internationales et africaines. Merci. Merci, monsieur Ayachi. Saïd, je rappelle que vous êtes donc président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous de nous avoir suivis. إذا كما شفتوا الإخوان دايرين واحد الضجة إعلامية بزاف، وبطبيعة الحال كما قلت في فيديوهات سابقة عندنا حرب مصطلحات، دابا حرب مفاهيم الإخوان، حرب مفاهيم. ملي كيقول لك هذا إجماع دولي، عطيني إجماع دولي راه كلمة فضفاضة، عطيني إجماع دولي. يمكن نقول إجماع دولي راه فيت 50% ولا الأغلبية، عطيني أرقام ملموسة. راه المغرب هو اللي عنده إجماع دولي، راه القرار ديال المغرب هو اللي عنده إجماع دولي بالأرقام. عندك 120 دولة معترفة بهذا الحكم الذاتي، عندك أكثر من ثلثين في الأمم المتحدة معترفين بهذا الحكم، بهذا الشيء واش قال صاحب الجلالة. يعني عندنا أرقام، ممكن نقولوا ثلثين 120 راه هنا في كسبان الإجماع الدولي. يعني ما يقولش الإجماع الدولي، راه بوليزاريو بقات غير عدد قليل من الدول. شتي كيفاش كيبغيو يديروا غسيل الدماغ؟ إجماع دولي، فين عطينا أرقام، شحال من دولة؟ 120. أقول لي شحال من دولة في العالم؟ أي تقريبا ثلثين اللي معترف بها. هذه النقطة الأولى. كيقول لك سيدي هذا انتهاك للقانون الدولي. شكون اخويا اللي القانون الدولي اللي منتهكو؟ إلا جينا نشوفوا القانون الدولي راه هاد الجمهورية الوهمية راه عندكم انتوما. أما في المراسلات، وإلا بقى عندي الوقت أنا نشارك معكم في المراسلات،
هاد بوليزاريو ما اعترفاش بها الامم المتحده اصلا، ما معترفاش بها. وشكون الاخوان كيكتبوا لي هذه الملاحظه في التعاليق، فعلا ما معترفاش بها. انا شفت بعض المراسلات اللي تصيفطوا عن طريق جنوب افريقيا، هذاك الالبينوس اللي كيكون مع الممثل ديال بوليزاريو، هذاك هو اللي كيرسل المراسلات ديال بوليزاريو. شنو كاتبين فيها؟ ما كاتبين لا دوله ولا جمهوريه ولا جمهوريه، مقرنه بهذوك اللي طالقينها في الاعلام. والمغاربه عندنا شي وحدين كيمشيو مع هذه القضيه هذه، مكتوبه جبهه بوليزاريو، ها جبهه ها فرون. وهذا الشيء كيحيل لنا الانتهاك الثاني اللي كيقول الشعب الصحراوي. هذه الكلمه ما كايناش الاخوان، ما كاينش الشعب الصحراوي، ما كاينش الشعب الصحراوي، كاين شعب في الصحراء. وهذا الشعب في الصحراء راه كاين واحد النصيب ديال الشعب كاين في المغرب. ما نبقاوش نهضروا على بوليزاريو راه هما اللي صافي كيختصر لك الشعب الصحراوي فهذوك اللي كاين في بوليزاريو. لا، الشعب الموجود الصحراوي الموجود، كنربطوا هنا الكلام واخا مصطلح تاريخي ولكن راه خصنا نربطوه بالجغرافيه. ما كنقولوش الشعب العربي، كنقولوا الشعوب العربيه في الاقطار العربيه. الشعب الصحراوي في الصحراء. ملي كندخلوا هذا المفهوم هذا كنحيدوا الصفه انه بوليزاريو ممثله الشعب الصحراوي. السلام عليكم. هذا انتهاك. ما بقاش تقول لي اخويا بوليزاريو ممثلات، هما كيديروا ممثله مشروعه. لا، علاش؟ لان هذا الشيء غيبان في الحكم الذاتي. ملي غادي نجيو نسقيو كتاب الحكم الذاتي راه كاين واحد الجهه اخرى ديال الشعب الصحراوي اللي كاين في الصحراء في الاقاليم الجنوبيه، كاين شي امور ما فاهمينش معاها، وهذا الشيء غنناقشوه في فيديو مفصل علاش هذه القضيه مهمه ضروري نركزوا عليها. النقطه الثانيه كيقول لك ما احترموش هذا القرار، ما احترمش القرارات الاخرى. وبطبيعه الحال راه القرارات كتغير، كاين متغيرات. هذا القرار ديال الاستفتاء ما بقاش. راه هذا القرار اللي خرج الملف راه كان فيه على حسب التصريحات ديال بوريطه كانت فيه 40 صفحه، دابا ولات فيها 14 صفحه. بطبيعه الحال قرارات كيلغيو قرارات اخرين. تقرير المصير اللي كاين دابا في هذا القرار هذا راه ضمن الحكم الذاتي، لا علاقه له بتقرير المصير ديال الاستفتاء. وهذه نقطه هما كيبغيو يدخلوا في اي كاين. احنا ما عندناش عقده، ماشي يخلعونا. لا، راه كاين تقرير المصير كاين تقرير المصير في الحكم الذاتي. الاستشاره الشعبيه كاينه. حتى هذوك الناس اللي قلت الصحراوه ولا الشعب الصحراوي اللي كاين في الاقاليم الجنوبيه هذوك عندهم حق تم استشاره، هما حتى قرار المصير ديالهم واش باغيين غير هذا الحكم ولا ما باغيش هذا الحكم. والنقطه الثالثه او الرابعه ما عرفت شنو كيقول لك، وحنا راه ما عندناش مشكل راه بين المغرب وبين بوليزاريو، ولكن كيقول لك راه مكتوبه في القرار هذا، مكتوبه في القرار طرفين النزاع. وكي شنو متعلق ببوليزاريو والجزائر وبموريتانيا. علاش المغرب ذكي؟ علاش المغرب اللي قدم هذا الحكم الذاتي وهذه المبادره الحكم الذاتي وكيقولوا كل شيء راه واقعي؟ لان هي اللي كتقاطع هاد الاطراف كاملين، اي طرفين النزاع المغرب والبوليزاريو، ولكن راه كل شيء متقاطع. لان كتقول لي موريتانيا راه ما تبغيش دوله تكون قدامها ولا فاقها بينه وبين المغرب، راه تيتو شي القرار كيعنيها، هاد المفاوضات كيعنيوها. الجزائر بما ان هي كتحتضنهم راه بطبيعه الحال ان شي معنيه، يعني كيقول لك هما ليس الطرف، راه مكتوبه في قرار تما ليس طرفي النزاع. اما المشكل كامل اي فيه طرف وفي موريتانيا طرف. قول لي الراي ديالك انت في هاد الامور هذه، شنو بان لك وشنو بان لك؟ غنخصو فيديو خاص على حيت كاين شي بعض المغاربه حنا ديالنا مشاو لان هادو اكثر انهم كيكذبوا وكيديروا تشويه ديال المصطلحات والمفاهيم. بعض المغاربه ديالنا غنجاوب عليهم في فيديو حصري اليوم ولا غدا على انهم علاش مشاو دفقوا ولاو كيامنوا بشي حاجه، لانه هذا الاعلام الجزائري تخرج العيني، وهذا التخرج العيني كاين في البلاطوات خصنا ضروري حتى نجاوبوا عليه وضروري نحيدوا من ديك الشوائب الا ما كانش هو كامل شوائب. حتى ما في هذا الموضوع اعطي الراي ديالك في هذه النقاط اللي قلت، وكذلك في هذا الشيء اللي قالوا هاد اصحابنا. يلا، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلا.